Alors que l'épidémie de coronavirus semble se stabiliser en Chine pour des raisons inconnues, l'Italie vient de perdre son 7e patient contaminé et compte désormais plus de 230 malades, devenant ainsi le plus gros foyer d'épidémie en dehors du continent asiatique. Une flambée que le président du Conseil italien attribue aux erreurs d'un hôpital au sud de Milan, de quoi menacer la France. Donné au coude à coude avec Anne Hidalgo dans les sondages, Rachida Dati a dévoilé son programme lundi, un programme autour du triptyque sécurité, propreté, famille pour rassurer son électorat et envisager un retour de la droite à la mairie de Paris. La réforme des retraites ne plaît décidément à personne. Les cadres supérieurs ont aussi à perdre avec ce texte, le tout dans une confusion qui perdure quant au financement du changement de système. Madame, Monsieur, bonsoir. Le coronavirus est-il sous contrôle? Après une multiplication des contaminations dans le nord de l'Italie, le président du Conseil pointe du doigt un manque de précaution de la part d'un hôpital, des erreurs qui font peser une menace de notre côté de la frontière. Le coronavirus progresse à quelques pas de la France, alors que l'Italie et ses plus de 230 malades contaminés par le coronavirus devient le 3e pays le plus infecté au monde, après la Chine et la Corée du Sud, et le plus touché en Europe. La France est en alerte. Selon le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, l'explosion de cas dans le nord du pays serait due à un certain nombre d'erreurs d'un hôpital au sud de Milan. En effet, le principal foyer épidémique se situe à Codogno. C'est là que le patient 1 a été détecté, un cadre de 38 ans qui a été hospitalisé mercredi dernier. Il aurait lui-même contaminé plusieurs personnels soignants, en plus de son épouse enceinte de 8 mois et de plusieurs proches. Un patient 1, mais pas un patient 0. En effet, pour l'heure, l'Italie ignore encore qui a introduit sur son sol le virus. Une inconnue qui peut en partie s'expliquer par la proportion importante de cas asymptomatiques, néanmoins contagieux. Et si les mesures de confinement prises pour une dizaine de communes semblent avoir leur effet, les contaminations n'ayant pas augmenté lundi, la proximité de la zone avec la France a de quoi inquiéter. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que l'épidémie était bien à nos portes, des propos qui corroborent ceux du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. This is a time for all countries, communities, families and individuals to focus on preparing. We do not live in a binary black and white world. It's not either or. We must focus on containment while doing everything we can to prepare for a potential pandemic. Et au rang de la préparation, la France ne paraît pas la plus performante. Malgré les demandes de plusieurs maires de communes frontalières et d'Éric Ciotti, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, les frontières n'ont pas été fermées. Seuls des contrôles sanitaires sont postés. En effet, l'espace Schengen rend difficile cette décision qui avait toutefois été appliquée peu après les attentats du 13 novembre au Bataclan, sur les terrasses et au Stade de France. En réalité, les autorités considèrent que la menace n'est pas suffisamment importante pour en arriver là, d'autant plus que des Italiens peuvent arriver en France en passant par l'Autriche ou la Suisse. Pourtant, il est à craindre que le seuil qui pourrait déclencher cette mesure sera précisément le moment où l'expansion du virus deviendrait difficilement contrôlable. D'autre part, les contrôles établis, à l'instar de ceux pratiqués dans les aéroports, sont essentiellement des prises de température, un indicateur qui ne peut pas déterminer avec certitude la contamination ou non d'une personne. En effet, comme nous l'avons déjà dit, certains individus contaminés ne font pas de température et d'autres personnes malades peuvent être fiévreuses sans nécessairement être malades du coronavirus. Les tests oropharyngés sont quant à eux beaucoup plus coûteux et il faut au moins 1 heure pour obtenir des résultats. Pour le moment, le ministère a demandé aux enfants revenus de l'Italie du Nord de ne pas se rendre à l'école pendant 14 jours et les adultes doivent faire du télétravail tout en évitant les sorties. Le gouvernement a également lancé un plan pour acheter des masques, une mesure qui arrive bien tard alors que les pharmacies ont été dévalisées depuis plusieurs semaines et que les usines de production sont déjà au maximum de leurs possibilités. Un des fabricants a d'ailleurs émis l'hypothèse de rationner le nombre de masques par personne. L'attitude des autorités françaises semble donc légère, trop soucieuse de ne pas engendrer une psychose dans la population. Rachida Dati monte au créneau coude à coude avec Anne Hidalgo dans les sondages. La candidate Les Républicains, la mairie de Paris, a dévoilé lundi les détails de son programme. Un programme rassurant pour l'électorat de droite et offensif vis-à-vis du bilan de l'édile socialiste. Le point avec Thibaut Bastide.
Tranquillité et propreté, voilà les maîtres mots de Rachida Dati pour conquérir la mairie de Paris. Lundi, entouré de son équipe de campagne, le chef de file des Républicains et candidat à la mairie de la capitale a présenté son programme complet à 3 semaines du premier tour de l'élection municipale. Raillé par ses détracteurs pour son absence de projet, Rachida Dati a donc voulu faire taire les critiques en présentant des mesures concrètes afin de rendre Paris aux Parisiens, selon les propres termes de la candidate. Avec des propositions déclinées en 10 volets et axées autour du triptyque sécurité, propreté, famille, la prétendante à la mairie parisienne entend répondre aux attentes de l'électorat de droite. D'ailleurs, son discours semble faire mouche et redonne confiance aux partisans des Républicains, éloignés de la mairie centrale depuis 2001. Elle a ainsi réaffirmé sa volonté de créer une police municipale armée, de recourir à la vidéosurveillance pour traquer les délinquants, mais aussi de miser sur la sécurité privée. Si la plupart de ces propositions étaient connues, elle a néanmoins présenté quelques petites nouveautés, comme la création d'un adjoint aux victimes dans chaque arrondissement. Je souhaite créer un poste d'adjoint en charge des victimes au niveau de la mairie centrale et dans les arrondissements, qui sera chargé d'accompagner ces victimes tant sur le volet procédural que sur le volet psychologique. Il aura les moyens de mes ambitions. Je lui déléguerai l'attribution des subventions dédiées aux associations d'aide aux victimes. Un processus qu'elle a déjà expérimenté dans le 7e arrondissement pour aider à trouver un avocat, un médecin et accompagner dans les différentes procédures. Autre priorité du mandat de Rachida Dati qui se dit révoltée de l'état de saleté, une ville propre. En cas d'élection, elle confierait ainsi au maire d'arrondissement volontaire la gestion d'une partie des effectifs de la propreté. Enfin, elle défend une politique du logement équilibrée sur tout le territoire qui ne punisse pas les uns et ne méprise pas les autres. La candidate LR milite donc pour changer les critères d'attribution des logements sociaux afin de favoriser les personnes résidant déjà à Paris. Un discours pour rassurer l'électorat de droite et convaincre le reste de la population parisienne. Pour appuyer ses dires, Rachida Dati n'hésite pas à mettre en avant son expérience de ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy et ses 2 mandats d'édile du 7e arrondissement. Avec une volonté de transformer Paris en calquant un modèle appliqué dans sa mairie, les promesses de campagne de Rachida Dati semblent convaincre. En effet, donné au coude à coude avec Anne Hidalgo, l'ancien garde des Sceaux a même été donné en tête dans un sondage Odoxa. Pour enfoncer le clou, la représentante des Républicains a fustigé à plusieurs reprises le bilan de l'édile socialiste. La gauche a commencé à casser la politique familiale universaliste au niveau national. Madame Hidalgo a achevé de le faire au niveau parisien. Anne Hidalgo a monté les Parisiens les uns contre les autres. L'espace public est devenu une zone de lutte où chacun s'affronte. Le vélo contre la voiture, le piéton contre la trottinette. Il ne s'est jamais créé autant de collectifs de riverains en contestation au projet de la ville que sous les 2 dernières mandatures. Ce que Madame Hidalgo n'a pas fait depuis 20 ans, elle ne va pas le faire aujourd'hui. Elle ne le fera pas plus demain. L'unique objectif de mes mesures, c'est que vous retrouveriez dans mon projet, et l'unique objectif, c'est de changer Paris. Une majorité de Parisiens veut le changement. Ils veulent tourner la page Hidalgo et voir la différence. Le bras de fer entre Rachida Dati et Anne Hidalgo est donc bel et bien engagé et les 2 femmes pourront en découdre lors d'un débat télévisé organisé le 4 mars prochain. Et la réforme des retraites semble n'avoir que des ennemis. Le projet de loi porté par Édouard Philippe ne sera à la fois néfaste pour les classes moyennes et en même temps pour les cadres supérieurs. Explication Olivier Frère-Jacques. Et si Emmanuel Macron n'était même pas le président des riches ? Le projet de loi retraite modifie la contribution de 350 000 personnes touchant plus de 120 000 euros de revenus par an. Des cadres supérieurs victimes de la nouvelle convention d'assurance chômage. Le nouveau mode de calcul prendra ainsi en compte les 25 meilleures années de salaire, ce qui est naturellement plus pénalisant pour des carrières ascendantes. Le nouveau système ne permettra pas d'acquérir plus de 3 fois le plafond de la sécurité sociale en points retraite contre 8 aujourd'hui. La nouvelle architecture du système de retraite pose donc de nombreuses difficultés et risque, selon les régimes de retraite complémentaires Agirc-Arrco, de créer un déficit de 3,7 milliards d'euros par an à compter de 2037, soit un tiers du besoin en financement estimé par le Conseil d'orientation des retraites à cet horizon. Comprendre, la réforme à laquelle le président tient tant n'est pas viable à moyen terme. Les cadres supérieurs vont donc voir leur retraite baisser. Pas complètement absurde puisqu'ils devraient également cotiser moins. Ils seront donc incités à épargner pour leur retraite, ce qui revient indirectement ou en tout cas qui incite à la privatisation
au moins partielle du système, ce que l'extrême gauche dénonce activement et qui s'avère être en partie juste. Cependant, cette ouverture à des systèmes privés demeure encore marginale. Un changement de cap qui ne sera pas sans conséquence sur la rémunération des cadres supérieurs en entreprise qui seront, ou en tout cas qui voudront être plus grassement payés pour compenser la perte en matière de retraite. Une évolution des hauts salaires qui pourrait ainsi se faire au détriment des bas salaires ou qui pourrait tout bonnement faire fuir un peu plus une partie des cadres vers des structures étrangères. Difficile de se projeter sur l'attitude à venir de ces strates humaines de l'entreprise, mais une chose est sûre, avec sa réforme, qui n'est ni universelle ni équitable, le président Macron va provoquer une multitude de réactions qui sont encore imprévisibles et qui pourraient un peu plus affaiblir l'économie française. Des salariés hostiles à la réforme et des cadres dirigeants qui y perdent également, et surtout un texte et un système qui demeurent complexes et construits seulement partiellement, puisque la conférence de financement se déroule après la rédaction du texte. Depuis le début des manifestations, et ce n'est pas anecdotique, la CFE-CGC manifeste aux côtés des contestataires et prend même part à l'intersyndicale. Ce syndicat d'encadrants, moins médiatisé mais qui compterait officiellement plus de 150 000 membres, dénonce une machine à réduire les pensions. Souvent caricaturée comme ultralibérale, la ligne de conduite idéologique du président Macron apparaît aujourd'hui beaucoup plus complexe et repose sur une vision de la société faite, certes, de domination, mais pas de domination purement économique, comme en témoigne sa proximité avec la CFDT. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Emmanuel Macron à l'assaut des banlieues, déjà en marche vers 2022. Le président se penche sur une question qui lui est tout à fait étrangère, mais qui n'est pas sans importance. Susceptible d'exploser à tout moment et véritable réservoir électoral, ces territoires souvent en rupture avec l'idée que l'État central se fait de la République vont à présent faire l'objet d'une attention particulière des équipes du président. Ainsi, Emmanuel Macron souhaite faire signer une charte aux associations locales, une proposition qui paraît en contradiction avec le principe de liberté d'association. De pareilles chartes existent déjà, leur signature n'empêche cependant aucunement le développement de l'islam radical, dont la cause première est l'immigration. Parallèlement, le président souhaite une plus grande transparence sur le financement des mosquées et la fin de l'arrivée d'imams issus de pays étrangers. Là encore, difficile de restreindre la liberté de circulation érigée en dogme par l'idéologie sans frontières prônée par l'exécutif. Enfin, le président envisagerait un contrôle accru des décisions votées en conseils municipaux en renforçant les pouvoirs des préfets pour éviter notamment la mise en place d'horaires différenciés dans les piscines. Une piste de travail qui se ferait donc au détriment des pouvoirs locaux, renforçant toujours un peu plus l'arbitraire du pouvoir central. Les causes de la mort d'Elisa Pilarski pourraient être connues d'ici l'été. Lundi, le parquet de Soissons dans l'Aisne a indiqué que les résultats des analyses ADN menées sur 67 chiens potentiellement incriminés dans la mort de la jeune femme, survenue en novembre dernier, sont attendus pour la fin du premier semestre. Un laboratoire a été retenu par le juge pour procéder aux analyses, alors que le devis du laboratoire privé, initialement sollicité par le juge d'instruction, avait été refusé en raison de son coût trop élevé. Le 16 novembre dernier, Elisa Pilarski, âgée de 29 ans et enceinte, promenant son chien Curtis, avait été retrouvée morte en forêt de Retz, où une chasse à courre était organisée parallèlement. D'après l'autopsie, le décès a pour origine une hémorragie consécutive à plusieurs morsures d'un ou plusieurs chiens. Harvey Weinstein reconnu coupable. Lundi, le producteur déchu d'Hollywood a été jugé coupable d'agression sexuelle sous la contrainte et de viol par un jury composé de 7 hommes et 5 femmes. Il a toutefois été acquitté de la charge la plus grave, à savoir comportement sexuel prédateur, qui était passible de la perpétuité. Harvey Weinstein risque 25 ans de prison et sera fixé sur sa peine le 11 mars. En attendant, le juge a ordonné son placement en détention. Cependant, souffrant de douleurs à la poitrine durant son transfert, il a été conduit en urgence à l'hôpital Bellevue de New York, qui dispose d'une aile spéciale pour traiter les détenus. Un porte-parole a fait savoir qu'Harvey Weinstein souffrait d'hypertension et de palpitations cardiaques.
El Kabash, immortel et omnipotent, le journaliste de 82 ans est cité dans un article de Mediapart en rapport avec l'affaire des financements libyens. Le journaliste passé par l'ORTF et qui a mis le pied à l'étrier en 1960 sur les ondes de Radio Alger semble avoir glissé du journalisme au propagandisme. Lors d'un entretien téléphonique de 2013 avec l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, El Kabash lui conseille tout bonnement de jouer l'antiraciste, même s'il pense le contraire, avant de lui donner des éléments de langage et lui proposant, lors de l'entretien, de demander ce qu'est devenu Manuel Valls ou encore lui suggérer de tacler Pierre Moscovici, qui passait, selon le journaliste, plus de temps à parler de son livre que de son activité à Bercy. L'intelligence artificielle se met au service de la santé. Le 20 février dernier, le MIT, un prestigieux institut de recherche aux États-Unis, a annoncé qu'une de ses intelligences artificielles a pu concevoir un antibiotique surpuissant baptisé Alice. Pour ce faire, les chercheurs du MIT ont entraîné leur intelligence artificielle à identifier toutes les molécules capables de tuer des bactéries, avant de passer en revue un catalogue de plus de 6000 molécules dont on présuppose qu'elles pourraient avoir une utilité médicamenteuse. L'Alice a été testée in vivo sur des souris infectées par Abomani, une maladie bactériologique contre laquelle aucun antibiotique n'a jamais pu être trouvé jusqu'ici. Or, chez les souris, il n'a fallu que 24 heures à l'Alice pour tuer cette bactérie. Asia Bibi demande l'asile en France, acquittée après avoir passé près de 9 ans en prison. Cette catholique pakistanaise, un temps condamnée à mort au motif de blasphème envers l'islam, pourrait trouver refuge en France. L'État français serait prêt à accueillir cette mère de famille exilée au Canada. Elle devrait par ailleurs être reçue par le président de la République vendredi ainsi que par le maire de Paris. Une aubaine pour ces personnalités politiques peu sensibles aux actes antichrétiens en France, mais qui en profiteront pour se donner un vernis humanitaire. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Anne-Sophie Nogaret et Samy Biassoni présentent leur ouvrage « Français malgré eux » sur les décolonialistes et indigénistes qui veulent déconstruire la France de l'intérieur. Sur le plan théorique, il y a ce présupposé qu'ils ont d'une espèce de racisme inhérent à la race blanche. Donc structurellement, l'homme blanc est raciste et la preuve, il a colonisé, il a réduit en esclavage, etc. Donc il y a presque une essence de l'homme blanc. Après, au niveau, on va dire, concret, les deux arguments qu'il donne à chaque fois pour expliquer ce racisme d'État, c'est la ségrégation géographique. Donc le fait que les populations immigrées ont été ghettoisées, parquées dans des zones excentrées et effectivement à l'époque pratiquement pas desservies par les transports en commun. Ce soir, découvrez également un nouveau numéro de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lam nous parle du génie de Vauban face à l'invasion anglaise. Cet épisode aurait aussi très bien pu s'appeler « Le jour où Vauban a repoussé une force d'invasion anglo-hollandaise avec 3 pélos et 2 fourches ». Mais déjà, c'était trop long et en plus, en ce moment, j'essaie de me calmer un peu. Mais pourtant, c'est bien là le scénario de la bataille de Camaret. Au printemps 1694, alors que la France est engagée dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg, des espions informent Louis XIV qu'une flotte anglo-hollandaise importante prépare une attaque non loin de Brest. Le roi charge alors Vauban de prévenir toute tentative d'invasion dans ce secteur stratégique. Avec extrêmement peu de moyens, grâce à son génie tactique et son sens du commandement, le maréchal va alors faire des miracles en repoussant l'ennemi qui repart la queue entre les jambes, ça c'est toujours plaisant, allant même jusqu'à dissuader toute nouvelle attaque pour les siècles à venir. Retrouvez également Passé Présent. Philippe Conrad raconte le bombardement sur Dresde en Allemagne le 14 février 1945, puis reçoit le président du comité Trump France, Georges Clément, pour évoquer les perspectives de réélection du président américain. Tout de suite, Mes libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Y a-t-il une semaine, ou même un jour, où, sous notre beau ciel de France, on agresse, on ne tue, on ne perfore, on ne tranche, on ne castagne, on assomme, on égorge, on ne viole? C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble à la mode française. Le vivre ensemble heureux, comme le disent encore ceux que l'on pourrait qualifier d'imbéciles heureux. À l'approche des municipales, il apparaît que la sécurité inquiète sérieusement les Français, mais cela n'a pas l'air de perturber beaucoup le gouvernement, pour qui ce n'est qu'un problème parmi d'autres. Quant à se poser la question de l'origine des délinquants, c'est évidemment tout à fait inenvisageable, n'en parlons donc pas. Enfin, parlons-en tout de même, en évoquant quelques faits qui ne peuvent être contestés par personne. Par exemple, la parfaite superposition de la carte de la concentration des populations immigrées avec celle des agressions par département. C'est peut-être hasard ou coïncidence, mais c'est ainsi. Allez, ne résistons pas au plaisir de jeter quelques chiffres sur la table. Doublement des homicides en un an. Bon, ça n'est pas très grave, il n'y a que mort d'homme. 100 000 peines de prison non effectuées par manque de place. Bon, ça n'est pas très grave, cela permet aux condamnés de rester en famille devant la télé le soir. 150 quartiers passés aux mains des islamistes d'après les chiffres de la DCRI. Bon, ça n'est pas très grave, cela permet d'installer définitivement la charia dans de nombreux endroits en France. Très globalement, les actes délictueux seraient de l'ordre de 3 millions par an, dixit l'État, alors que le vrai chiffre est de l'ordre de 12 millions. Il y a un gros écart, il y a un gros mensonge d'État sur le sujet. Mais bon, ça n'est pas très grave, on n'est pas à 9 millions d'actes délictueux près tout de même. Pour Manu, tout cela n'est pas très grave, car le vrai problème est ailleurs. Bruxelles nous intime l'ordre de lutter contre la surpopulation carcérale. Ça, c'est très important. Et l'objectif est d'envoyer le moins de monde possible en prison, bien sûr, et de faire sortir le plus de monde possible de prison, bien sûr. Finalement, tout n'est qu'une question de priorité. Pour éviter que les bonnes gens que nous sommes ne s'inquiètent de trop, l'on a inventé plein de subterfuges. L'on s'arrange pour ne compter que moins d'un cambriolage sur 2. On décourage les victimes de porter plainte. Et cela fait un trou de 9 millions d'actes délictueux dans les statistiques. Il va falloir produire une nouvelle série télé, Plus belle la vie délinquante. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.